Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire Réparti. Hello everyone and welcome to the Réparti webinar. Aujourd'hui, le webinaire sera présenté par François Pomerleau et je vais laisser Clément présenter François. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci de votre présence. Donc aujourd'hui, il nous fait très plaisir d'accueillir François Pomerleau, qui est un membre de Réparti. Alors, François est un gradué de l'Université de Sherbrooke où il a fait son baccalauréat en génie informatique ainsi que sa maîtrise. Ensuite, il a complété son doctorat à ETH à Zurich. Il a travaillé lors de son doctorat sur différents déploiements. Il a participé à différents déploiements robotiques. Ensuite, donc, il a fait un passage à l'Université Laval. Et il a ensuite été boursier du CRSNG, boursier postdoc du CRSNG à l'Université de Toronto et quelques autres activités. Et finalement, depuis septembre 2017, il est professeur dans le département d'informatique et génie logiciel à l'Université Laval. Ses intérêts de recherche incluent la reconstruction 3D d'environnement à l'aide de données laser, la navigation autonome, les activités de recherche et sauvetage, surveillance de l'environnement, planification de trajectoire et méthodologie scientifique appliquée à la robotique. Donc aujourd'hui, il va nous parler de sa participation au challenge d'ARPA. Et donc, François, à toi la parole. D'accord, merci beaucoup Clément. Juste pour compléter la présentation, j'ai fait beaucoup de déploiements terrain depuis maintenant une dizaine d'années. Surtout concentré sur les activités de Search and Rescue, mais généralement, on pousse vers des environnements de plus en plus difficiles. Ici, on a un robot qui escalade des parois rocheuses, qui est le même robot ici. On a fait des déploiements dans les stations de métro à Toronto et même un petit peu de détection d'algues toxiques à Zurich. Depuis maintenant 4 ans, je suis à l'Université Laval, maintenant directeur du NORLab, où on se concentre présentement sur 3 gros programmes de recherche. Le programme SNOW qui nous permet de faire de la navigation autonome en conditions hivernales. On a un autre axe sur la foresterie pour ajouter un peu de machine learning sur la détection d'arbres, puis ces activités-là. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est notre dernière participation au DARPA SUBTI. Un petit mot sur la mission du laboratoire. Le laboratoire, en général, vise à étendre les frontières pour les systèmes mobiles et autonomes en se concentrant, comme vous avez vu, sur les conditions difficiles et les environnements nordiques. Et le DARPA, pour lequel on a fait de la navigation dans des souterrains, rentre dans la section conditions difficiles. Notre spécialité, donc pour faire des robots, ça demande vraiment beaucoup de compétences, mais on se concentre sur la perception, l'intelligence artificielle, et on fait de plus en plus de contrôles dernièrement avec une certaine spécialité. Ma spécialité personnelle, c'est sur la localisation et la cartographie 3D. Mais on essaye de prendre possession de la chaîne complète pour faire un robot autonome allant de la détection d'obstacles, la planification de trajectoire. Ici, on contrôle le suivi de trajectoire et une partie d'identification et de segmentation d'objets. Aujourd'hui, la présentation va se diviser en 3 parties. Je vais commencer par une brève histoire des multiples défis d'ARPA qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. Dans la deuxième partie, on va se concentrer sur le défi qui vient de se terminer, qui était les environnements souterrains. Donc ici, on a une photo avec nos robots dans la mine au Kentucky, où on était en septembre dernier. Et je vais terminer avec un petit peu de temps sur quelques moments clés que je trouvais rigolos et quelques leçons qu'on peut en tirer. Donc, commençons par la brève histoire sur les compétitions, les défis d'ARPA. Si on se concentre sur les défis robotiques, il y en a eu 4 parce que DARPA est relativement large comme organisme. Puis c'est
un organisme de défense du gouvernement américain. C'est un peu, je crois, l'équivalent de DRDC au Canada. Donc, c'est l'organisme qui fait le pont entre la recherche et le secteur de la défense pour les États-Unis. Donc, 4 gros défis. Le premier étant le Grand Challenge de 2004 à 2005. Le deuxième était le Urban Challenge, qui était en conditions urbaines. Je vais les expliquer plus précisément après. Ensuite, il y a eu le défi nommé défi robotique, qui était pas un super nom, mais qui impliquait essentiellement des humanoïdes, qui commence à s'étaler sur un peu plus d'années, donc 2013 à 2015. Et puis, ce qu'on va parler à la deuxième section, le dernier défi qui s'est étalé de 2017 à 2021. Donc, si on recule en 2004, pour la première fois que le DARPA ouvre publiquement un défi. Et ce qui était demandé était d'être capable de faire 212 km dans un désert. Donc, pas de couverture de feuillus ou d'arbres ou de bâtiments par-dessus les robots, donc disponible d'utiliser le GPS. Par contre, l'état du terrain impliquait passer dans des circuits qui étaient très difficiles ou qui étaient relativement étroits pour les véhicules. Il y a eu 15 équipes qui se sont inscrites. Seulement 7 ont pu faire les qualifications, qui étaient essentiellement juste éviter des balles de foin durant la compétition. Et il n'y a eu aucun vainqueur pendant cette, on va dire, essai-là, mais cette première édition d'un défi robotique. Et même la meilleure équipe, le plus loin qu'elle a pu se rendre, c'est 11 km. Donc, environ 5% de ce qui avait été demandé. Et la majorité des équipes, en fait, se prenaient les murs de béton juste pour sortir la première, la porte de départ pour le 212 km qui restait. Donc, le DARPA a décidé de donner une année supplémentaire pour la préparation. Et au courant de cette année, ici, on a le véhicule de Carnegie Mellon, avaient encore de la difficulté, ont eu de grands problèmes. Essentiellement, il y a plein de capteurs qui valent relativement cher ici. Et dans leur test préliminaire avant l'édition de 2005, c'est le genre de truc qui pouvait arriver. Donc, on se retrouve en 2005. C'était exactement la même course. Et là, il y a eu un immense gain seulement en un an. Il y a eu 23 équipes qui se sont inscrites, dont 5 qui ont réussi à terminer. Et les 2 meilleures équipes ont réussi à faire le parcours, les 212 km de façon autonome en 6h54 minutes et en 7h05. Et ici, il faut noter qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Et ça a impliqué une manœuvre de ce véhicule-là qui a dû dépasser le gros véhicule de CMU. Donc, les premiers étaient Stanford et les deuxièmes ont été CMU. Un petit élément à noter. Ici, on a une grosse sphère. Et là, il faut se rappeler, on est en 2005. La majorité des équipes avaient des capteurs LIDAR 2D, donc sur des plans inclinés avec des angles. Mais pour la première fois, on a vu un capteur 2D rotatif qui était dans cette grande sphère-là et qui a commencé à paver le chemin vers ce qu'on connaît sur les véhicules autonomes de maintenant. Donc, on avance, on est rendu en 2007. Le DARPA remet un autre défi, mais cette fois-ci, c'est d'être capable de naviguer pour faire 3 scénarios différents dans un environnement urbain. Et là, les véhicules doivent obéir aux règles de conduite urbaine en général. Il y a eu 11 équipes qui se sont qualifiées. La meilleure équipe a fait les parcours en 4h10 minutes. Et on voit ici qu'on commence à avoir des joueurs qui reviennent de plus en plus. Et on a Carnegie Mellon, CMU, qui a pris la première place.
et Stanford qui a pris la deuxième place. Un point intéressant à voir ici, on voit pour la première fois une compagnie de subwoofers pour les voitures qui a décidé de se lancer dans la conception de lidar 3D. La compagnie s'appelle Velodyne et maintenant c'est un des plus grands fournisseurs de lidar 3D. C'est ce qu'on voit leurs produits sur la majorité des systèmes actuellement qui sont testés pour les taxis autonomes, par exemple. Donc en 2007, on voit qu'il y a eu des tests, mais certains produits ont commencé à évoluer. Puis bien sûr, à peu près toutes les équipes gagnantes sont maintenant CTO, CEO de compagnies de voitures autonomes maintenant. Donc on voit qu'il y a eu un bon impact qui s'est établi pour ces premières compétitions-là. On saute, il y a eu quand même un peu de temps, on est rendu en 2015. Le DARPA retourne avec un scénario plus de premiers répondants et de désastres, où un robot doit être capable de faire plusieurs tâches, incluant conduire un véhicule, être capable de marcher par-dessus des grosses roches ou des choses qui bougent, être capable de déplacer des débris, de manipuler des outils ou d'ouvrir des valves. Donc, sans forcer vraiment la chose, le DARPA regardait vraiment du côté des humanoïdes. Il y a eu 25 équipes qui se sont inscrites et il y a 2 équipes qui ont réussi à faire les 8 épreuves au complet. Et ces équipes-là étaient le KAIST de la Corée du Sud avec ce véhicule-là. Ce qui est intéressant avec eux, je n'ai pas mis de vidéo de tous les robots qui tombaient, qui sont devenus un peu virales sur le web. Mais eux, ils se sont évités ça. Et à chaque fois que le robot pouvait rouler, en fait, il se mettait à peu près à 4 pattes à l'envers ou à genoux à l'envers. Et il y avait des roues pour se déplacer. Et il se levait uniquement quand il fallait qu'il monte les escaliers ou qu'il fasse des manœuvres un peu plus compliquées. Ce qui a simplifié grandement leur système pour y arriver. Pendant cette compétition-là, le DARPA a financé à la hauteur de 11 millions la création de 7 robots qui venaient du programme PETMAN. Et avant que je continue là-dessus, l'équipe qui finit deuxième était un centre de recherche à but non lucratif, mais pas une université en Floride. Et eux, ils ont reçu un de ces robots-là. Et le troisième, CIMU, était de retour. Donc, les joueurs clés sont encore là. Ce qui est intéressant avec le projet PETMAN, c'est que le robot qu'ils ont donné, en fait, à la sortie du projet s'appelait Atlas. Et c'est celui qu'on connaît maintenant de la compagnie Boston Dynamics. Donc, c'est Boston Dynamics qui a eu le fonds de démarrage de 11 millions pour créer ces premiers robots-là. De rumeurs, on m'a dit que ces robots-là fuyaient l'huile, étaient en version hydraulique pour la majorité des membres et que c'était très, 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 très difficile à gérer pour la compétition. Mais on est 5-6 ans plus tard. Maintenant, on est rendu avec un robot qui fait des parcours ou qui fait des vidéos de musique sur le web. Donc là, on est rendu à l'avant-dernier challenge, ce qui nous mène en 2017, donc 2 ans après, ce qui est à peu près le temps que ça prend pour DARPA pour juste essayer de se réinstaller. On vient de terminer la compétition qu'ils ont nommée le Subterranean Challenge pour une durée de 4 ans. Donc, le Subterranean Challenge vient de se terminer. On était au Kentucky en septembre, entre 2 vagues de ce que je peux comprendre. Est-ce que pour les manchettes plus technologiques, on a appris dernièrement que ça a coûté autour de 82 millions pour faire la compétition. Et pour la première fois en presque 20 ans, nous étions le premier laboratoire canadien qui a pu y participer. Le laboratoire était quand même en démarrage en 2017, ce qui correspond au temps que j'ai entré en fonction à l'Université Laval. Mais grâce à l'aide de
la CTU, la Czech Technical University, qui, eux, avaient un fonds de démarrage propre et une plus grosse équipe. On a pu s'y associer. Et c'est comme ça qu'on est rentré ou qu'on a eu accès finalement à un de ces plus gros terrains de jeu ou les plus gros défis qu'il y a présentement en robotique. Donc, qu'est-ce que c'était le Subterranean Challenge? C'était découplé en 4 compétitions qui commençaient en 2019. Les équipes financées par le DARPA recevaient 1,5 million à partir de 2018, je crois, pour préparer les 3 semi-finales qui auraient lieu dans 3 différents types d'environnements souterrains. Donc, le premier type d'environnement était des tunnels plus de type minier. Le deuxième type d'environnement était des milieux urbains souterrains. Tout le monde s'attendait à avoir des stations de métro ou des choses comme ça, mais finalement, ils sont allés vers une usine nucléaire désaffectée. Le troisième volet de la compétition était dans des cavernes naturelles, qui a été annulé en 2021, en 2020, pour les raisons qu'on connaît pour la pandémie. Et ce que DARPA nous expliquait, c'est qu'il allait trouver un environnement qui allait être capable de combiner ces 3 environnements, ces 3 types d'environnements au même endroit pour la grande finale en septembre 2021. Donc, comment on fait pour avoir des points? Il n'y avait aucune limite sur le nombre de robots qu'on devait déployer. Il y avait une porte d'entrée unique sur lequel un seul opérateur avait le droit d'envoyer des commandes. Donc, il y avait une équipe pour installer le robot de 6 personnes. Les 5 autres personnes n'avaient aucunement le droit de communiquer avec les robots. Donc, ils pouvaient prendre l'information, ils pouvaient avoir des écrans pour lire ce qui se passait. Ils pouvaient aider à manipuler les robots pour les mettre sur le stage, la zone de départ. Mais là où DARPA voulait favoriser l'autonomie, c'est que une fois que les robots étaient lancés dans le parcours, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait prendre des décisions ou contrôler. Donc, si les équipes décidaient d'aller en contrôle manuel au complet, ils pouvaient. C'est juste qu'on peut se douter que la personne a son attention sur un robot pendant que les autres robots ne font rien. Si on a un peu plus d'autonomie partagée, l'opérateur peut commencer à lancer des robots puis s'occuper uniquement des zones qui sont un peu plus compliquées. Donc, c'est à peu près ce que la station de contrôle ressemblait de notre côté, qui était pas des plus organisés, mais qui était fonctionnel pour les besoins qu'on avait. Pendant le parcours, donc on peut se douter aussi qu'on a un problème de communication, on est souterrain. Il faut que les robots soient capables de relier l'information plus on est profond dans le parcours. Et l'objectif, pour faire des points, et de trouver des artefacts. Donc, des objets que le DARPA nous avait envoyés d'avance. On avait les photos, les spécifications. Et il y avait différents types d'artefacts à trouver. Donc, pour chaque artefact, la façon de faire un point, il fallait être capable de donner les coordonnées X, Y, Z et l'identifiant de l'objet. Donc, si c'était un instincteur, il fallait dire instincteur avec les 3 coordonnées. Et on obtenait 1 point si on était à l'intérieur d'une sphère de 5 mètres de ce que le DARPA avait mesuré. Donc, le DARPA se promenait, on cartographiait leur propre circuit avec des stations totales. Ils ont engagé une armée d'arpenteurs pour tout bien mesurer. Et à chaque fois qu'on avait un robot qui détectait, par exemple, un téléphone cellulaire, on pouvait envoyer les coordonnées directement à DARPA, puis eux, ils validaient ou invalidaient si c'était une bonne tentative. Il y avait un nombre de tentatives maximum que je crois dépendait des compétitions, mais autour de 40. Et pour les premières compétitions, il y avait à peu près 25 artefacts à trouver. Les artefacts étaient des instincteurs, une perceuse. Les choses qu'on voyait habituellement, c'était un survivant. Les survivants étaient chauffés à la température d'un corps habituel, avaient une veste réfléchissante et avaient même de la voix qu'on pouvait détecter. Il y avait des téléphones cellulaires qui jouaient des vidéos, avaient Bluetooth ouvert et le réseau sans fil, un sac à dos d'urgence rouge à trouver.
Et là où ça commençait à être un peu plus compliqué, ils ont commencé à rajouter des gaz, donc du CO2 ou des trappes de ventilation qu'il fallait être capable de détecter. Pour les cavernes, on ne l'a pas vu. Et pour la finale, ils ont rajouté des cordes, donc des cordes d'escalade, un casque avec une lumière frontale et il y avait un prisme au logo de DARPA qui changeait de couleur dans l'environnement. Donc, voici comment on faisait des points à cette compétition. Maintenant, les équipes clés qui ont pris part à la compétition. Tout à l'heure, j'ai pris la peine de vous nommer les équipes qui gagnaient. Nous, quand on regardait qui s'est inscrit, on avait ces deux équipes-là, donc Team CoStar et Team Explorer, où on se doutait que ça allait être ceux qui allaient prendre l'avant. Team CoStar ont juste contacté toutes les meilleures des dernières compétitions, incluant Stanford, que je n'ai pas listé ici. Mais on a JPL, Caltech, la NASA, qui n'est pas listé là, MIT, KAIST, qui avait gagné la dernière compétition, étant essentiellement tous dans la même équipe. Mais avec un peu de recul, maintenant, je peux dire que c'était surtout l'équipe de JPL qui avait le gros de la charge pour les déploiements. Et on s'entend à JPL, c'est exclusivement des professionnels de recherche. Team Explorer était Carnegie Mellon qui était là, qui s'était associé avec une autre université. Team Severus était mes anciens collègues de l'ETH, avec aussi un ancien collègue qui est rendu professeur, qui était au Nevada, maintenant qui s'est déplacé en Suède, et Oxford. CSIRO, qui est un centre de recherche en Australie, qui fait aussi le pont entre les chercheurs et l'industrie. Notre supernom original qui était CTU Krasnor Lab, CTU étant le nom de l'université tchèque, Kras étant le nom du centre de recherche et de cybernétique à l'intérieur de l'université et notre lab. Ce qui donne aussi peut-être un ratio, là, on était peut-être 10% de l'équipe à peine, entre 5 et 10% de l'équipe totale. Ici, Team Marble qui venait du Colorado. Et ensuite, une équipe qui est intéressante, Coordinate Robotics, c'est essentiellement une personne qui faisait affaire avec des étudiants du secondaire pour construire ces robots. Donc, c'était un peu particulier, mais on va revoir ce nom-là revenir tout à l'heure. Donc, quelques résultats pour la compétition dans les tunnels. À ce stade-là de la compétition, donc en 2019, j'avais toujours pas été capable de dégager des fonds pour déplacer une équipe, mais notre expertise de cartographie, en fait, la raison pourquoi CTU est venu nous voir, c'était pour mettre la main sur toute notre chaîne de cartographie 3D et de localisation, puis avoir des gens pour pouvoir ajuster rapidement s'il y avait un problème, parce que ce n'était pas une partie de la technologie qu'ils avaient, eux, à l'interne. Donc, ça ressemblait à peu près à ça. La force ou la moins bonne force de CTU, c'est que ça fait à peu près 10-15 ans qu'ils travaillent avec ces robots-là, avec des pompiers pour différents projets de recherche. Les robots étaient hyper usés, mais les Tchèques les connaissaient super bien. Donc, ils étaient capables de les réparer et ils étaient tellement vieux, en fait, on ne les voit pas, mais ce robot-là a un capteur 3D moderne qui balaye, et je crois, avec 32 rayons qui tournent. Mais ces deux plateformes-là avaient encore des capteurs 2D qui tournaient sur un moteur séparé à une très, très basse résolution. Donc, c'est à quoi ça ressemblait. L'équipe qui était présente pendant cette compétition était là. Donc, ici, on a surtout nos collègues tchèques. Et le classique qui arrivait, encore une fois, leur force, c'est qu'ils étaient capables de démonter et remonter ces robots-là en dedans de 10 minutes. Ils pouvaient toujours corriger, peu importe les problèmes qu'il y avait. Pendant la compétition, ça ressemblait à ça. Après la porte d'entrée, il y avait un immense long tunnel pour lequel la cartographie avait la difficulté à passer au travers. Et le sol était aussi plus en boue ou très humide. Donc, la majorité des robots marcheurs, en fait, dérapaient ici et avaient de la difficulté à se rendre loin.
quelques avancées technologiques que nous, on a fait de notre côté. Comme je disais ici, on a le long tunnel de départ que je vous avais présenté à l'avance. On a commencé à pousser un peu plus sur pénaliser la cartographie basée sur le vecteur de gravité pour limiter un peu la dérive. Donc, en blanc, c'est ça nos ajouts. Et en rouge, donc on s'attend à ce que ce soit là, c'est un tunnel minier, ce qui arrive avec nos ajouts. On avait également poussé dans les souterrains de l'Université Laval pour détecter des biais directement au niveau capteur. Et c'est à peu près ici, on voit la différence en rouge et en bleu, juste en prenant en compte ce genre de biais-là dans la cartographie, on était capable de limiter aussi la dérive. Donc, ça nous amène à l'environnement urbain, pour lequel j'ai pu avoir un don d'une compagnie privée exclusivement pour payer le déplacement. Et on est arrivé à une situation qui était un peu particulière où CPU avait perdu un de leurs robots, où ils ne pouvaient pas l'envoyer aux États-Unis. Donc, on a, en plus de faire la cartographie, on a envoyé un robot, le Husky, un robot jaune relativement simple avec 4 roues pour supporter la flotte de robots qui était sur place. Comme j'avais dit tout à l'heure, DARPA a choisi une usine nucléaire désaffectée qui était super intéressante à visiter puis à se promener dedans. Je crois que c'est même un des endroits où ils ont filmé un des films de Transformers. C'est pas trop clair, mais c'était un environnement multi-étages entouré de béton qui était assez impressionnant avec des cages d'escalier très étroites pour circuler à l'intérieur. Donc, encore une fois, on a de retour notre flotte de vieux robots. Et une petite note, quand j'ai fait mon doctorat il y a maintenant longtemps, j'ai travaillé sur le premier programme de recherche avec ces robots-là. Donc, moi aussi, je les connaissais très bien. Et on a ici les capteurs LIDAR 2D qui tournent. Et la flotte de drones, quelques robots marcheurs. Je vais dire une opinion personnelle un peu là pour la décoration. Et le robot qu'on a envoyé avec les membres de notre équipe ici, on a Maxime, Vlad, notre postdoc. Il devrait y avoir Dominique quelque part ici. Donc, on était là en équipe réduite. Et pour la première fois, en plus, on avait du matériel à envoyer. Pendant cette compétition-là, il y avait 2 secteurs qui étaient divisés. Donc, ça, c'est la carte que le DARPA nous fournissait à la fin de la compétition pour qu'on puisse valider. Ici, c'est les cartes pour les différents tours de compétition qu'on a faites. Donc, il y avait 2 circuits et pour chaque circuit, on avait 2 tentatives. Ils prenaient cela avec le plus de points. Donc, pour cette compétition-là, notre équipe a fait 10 points au total. Donc, nous, on s'est déplacé sur 2 étages. Il y a certains de ces circuits-là qui se déplaçaient sur 3 étages et qui avaient des conduits de ventilation, donc qui s'attendaient à ce qu'il y ait des drones qui soient capables de détecter le conduit de ventilation, monter de 3 étages et continuer à explorer. Donc, la grandeur de cet environnement-là était immense, là. Quand on a eu la visite guidée, ça prenait des guides pour nous suivre parce qu'on se perdait juste à explorer autour et à se promener. Encore une fois, le même type de comparaison que je voulais montrer avec les tunnels, ça c'est nos cartes qu'on est capable de faire avec notre logiciel qui d'ailleurs en source ouverte, si vous voulez chercher, c'est les points de matcheur qui est sur GitHub. Et voici un peu l'état de l'art avec ce qu'on peut trouver ou ce que d'autres équipes roulaient, donc qui génère quand même plus de dérives. L'édition sur les cavernes a été annulée, ce qui nous apporte à la grande finale en septembre, où là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de fonds. On a gagné des prix en argent, je recevais tout le temps un petit pourcentage, puis on a été désigné comme équipe financée d'ARPA pour la finale, ce qui a eu pour impact qu'il y a eu soudainement plusieurs robots marcheurs et une plus grande flotte de robots. Et les 3 robots qu'on a apportés à la compétition étaient les 2 Ashney ici.
et encore une fois le Husky. On était dans une mine souterraine immense avec des galeries immenses. Et là où DARPA nous a surpris, c'est qu'à l'intérieur de ces galeries-là, ils ont engagé des équipes qui font des décors de films. Ils ont littéralement reconstruit des environnements des trois types. Ils ont reconstruit une station de métro au complet à l'intérieur de la grotte. Ils ont refait des environnements de cavernes plus naturelles qui débouchaient sur des grandes galeries qui étaient la mine où on était. Ils ont même refait des vieilles mines, des mines récentes. Il y avait des rails de métro. C'était assez impressionnant ce qu'ils ont construit à l'intérieur pour la finale. Et tout le monde était surpris parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'étaient. On savait à peu près où on allait. On avait une bonne idée des cartes et de l'ampleur. Ça pouvait être de l'ordre du kilomètre, l'environnement. Et il y a beaucoup d'équipes qui se sont surspécialisées à couvrir large avec des robots qui vont vite. Et quand ils ont vu le type de parcours, en fait, les espaces pour passer, il y avait généralement 1 à 2 cm de chaque côté des robots. Donc, à la finale, voici ce qu'on a pu explorer. On a eu beaucoup de problèmes techniques et donc, c'était l'Université tchèque. On était en pandémie. Il fallait qu'ils soient capables d'aller aux États-Unis. C'était pas clair qu'il allait avoir. Ça leur a pris je pense, une espèce de décret donné par les ambassadeurs pour pouvoir briser l'arrêt présidentiel pour le déplacement de l'Europe vers les États-Unis. Mais je suis quand même satisfait de notre résultat ici. On voit un peu la dérive qu'on a et généralement, on est en deçà du 5 mètres d'erreur pour avoir des points. On a eu d'autres problèmes, principalement concernant le départ, mais si je me concentre sur la cartographie, je suis très satisfait. Un autre truc qu'on a rajouté pour cette finale-là, nous, au laboratoire, on fait des cartes sur plusieurs kilomètres, donc on n'était pas certain non plus. On a un système de tuiles qui permet de charger et décharger des cartes en mémoire. Donc ici, on perd ces éléments-là parce qu'on est rendu un peu plus loin. Ça, c'est une des grandes galeries que je vous parlais. Et on voit, en fait, même s'il y a un peu de dérive, on est toujours capable de fermer nos boucles, même si on n'a pas d'algorithme qui détecte directement la fermeture de boucle. Donc, ce que je vous disais, on a apporté nos 3 robots, ce qui nous a fait une très grosse été. On a un GPU, un ordinateur de bord, 6 caméras, le système de lumière qui doit être assez puissant pour voir relativement loin, des lidars, 16 rayons. Et il y a eu, je voulais remercier le laboratoire et tous les gens qui ont été impliqués, mais ça a été un effort incroyable. On avait à peu près 2 mois ou 3 pour tout rentrer ça dans un minuscule robot qui roule la batterie, sur lequel on voulait au moins 1 heure d'autonomie pour faire la compétition. Donc, on commence à augmenter un peu notre capacité en termes de création de plateformes ou de modification de plateformes. L'avantage de ces plateformes-là, c'est qu'ils peuvent monter les escaliers, par exemple, contrairement à celle-ci. Du côté de CTU, parce qu'ils ont fait aussi vraiment beaucoup d'efforts. Ils avaient la carte pour le déplacement. Ici, on a une vue des caméras externes du DARPA. Ici, on a la carte finale. Ça, c'est pas ce qu'on avait accès pendant la compétition. C'est une vidéo qui a été assemblée après la compétition, une fois que le DARPA nous fournissait des éléments. Puis ici, on a les détections qui sont faites avec du machine learning. Puis il y a un opérateur qui valide ou invalide ce qu'il y en a. Ici, on a ce que le robot voyait à cet environnement-là. Donc, si on prend un peu de recul pour voir qu'est-ce qui s'est passé, on a fini 3e au total dans la compétition pour la version dans les tunnels, mais il y avait des prix spéciaux pour les équipes qui étaient autofinancées, donc qui ne recevaient pas de l'argent du DARPA. Et c'est là que les Tchèques ont reçu le premier 200 000 en prix.
Ici, entre les deux, c'est là que j'ai réussi à mettre la main sur une donation pour pouvoir s'investir un peu plus dans la compétition. On a encore fini troisième dans l'environnement urbain. On a fini encore premier, par contre, pour les équipes auto-financées, ce qui a donné un autre 500 000 sur lequel moi, j'ai pu commencer à construire. Lors de la pandémie, quand ils ont annulé les cavernes, il y a des équipes qui se sont désinscrites, dont des équipes financées. Vu nos bons résultats aux premières compétitions, on a été désigné une nouvelle équipe financée, ce qui nous a donné 1,5 million pour partir. Le problème avec ça, c'est que moi, j'ai reçu l'argent 2 mois avant le départ pour la finale. Donc, il y avait une petite course contre la montre et beaucoup d'organisation. À la finale, on a reçu une mention. Et ce que je vais mentionner ici, comme les Tchèques n'étaient pas certains s'ils allaient pouvoir se rendre, ils se sont inscrits à la compétition virtuelle, qui était le deuxième volet de la compétition. Donc, on a reçu une mention pour l'équipe la plus active pour la compétition virtuelle. Et on ne s'est pas classé sur le podium pour les systèmes. Par contre, on a eu la deuxième place pour les environnements virtuels. La première position était ETH avec Cerberus. Les Australiens avec CSRO et Bulldog Colorado. Donc ça a été une grosse surprise de ne pas avoir les joueurs habituels. Donc si on regarde le classement, donc on était troisième. Ici, on a terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6e pour la finale, ce qui était très décevant, je dois dire. Mais étant donné ce qui s'est passé ici, on voit que ça l'a perturbé, en fait, pas juste nous, et qu'il y a eu un revirement de situation où les équipes qui performaient vraiment pas très bien, en fait, CSRO et Cerberus se sont trouvés au top du classement, en haut. Et juste pour donner un ordre d'idée, Cerberus a gagné 2 millions pour avoir la première place, CSRO 1 million et Marble 500 000. Et il y a des équipes au travers qui ont abandonné. Pour ce qui est des équipes virtuelles, donc c'était un simulateur dans lequel il y avait exactement les mêmes circuits. On voit que lors de la pandémie, en fait, il y a eu des tonnes d'équipes qui se sont inscrites. Et quand je parlais de Coordinate Robotics, qui était littéralement un père de famille dans son sous-sol, à chaque compétition, en fait, ici, il a gagné 250 000. Ici, il a encore gagné 250 000 parce qu'il était le premier en équipe non subventionnée. Pour la caverne, il a encore gagné 250 000. Et ici, il a encore gagné 250 000. Donc, participer au circuit, et de ce que j'ai compris, c'est la deuxième fois qu'il participe à des compétitions comme ça et qu'il est seul pour compétitionner. Et je pense que ça devient un emploi. Là. Il est capable d'avoir un très bon salaire de ce que je comprends. Provenant des équipes système, nous, on s'est ajouté, mais il y a aussi d'autres équipes qui ont basculé vers le virtuel. Et ici, on a fini deuxième. Donc, certains moments intéressants. Comme vous avez vu, quand on va au DARPA, ici, on a notre robot volant qui a eu un bris de communication. En fait, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais il a pris en feu. Et le résultat a été ici. C'est le meilleur bout de vidéo qu'on a pu trouver. C'est un autre robot qui était là pour observer la scène. Ce n'est pas des choses qu'on voyait pendant la compétition, mais c'est pris pour acquis. Donc, quand j'apportais mes robots là, ça pouvait qu'ils ne reviennent pas. J'ai vu des robots tomber d'une falaise de 10 mètres à la finale. Les robots de CMU ont juste dérapé et le robot a juste plié en deux quand il a atterri. Donc, dans la grande caverne, il y avait une façon de monter et le robot a dérapé sur la roche et a tombé. Un autre truc classique que je trouvais très drôle, le robot marcheur là a été utilisé comme antenne juste pour augmenter la portée. Mais du point de vue du robot à chenille, en fait, c'est un très, très petit obstacle et on l'a écrasé sans problème. Ici, on voit quand même une manœuvre qui était difficile à faire, qui était les cages d'escalier pour descendre. Concernant les autres équipes, ça c'est à la finale, c'est l'équipe CoStar qui a eu de la difficulté, donc l'équipe de JPL, la NASA, etc. Ici, c'était juste, je veux dire, le bordel, mais ils voulaient utiliser le robot volant qu'ils ont posé. Le robot était trop large pour passer dans plusieurs circuits. Ils voulaient l'utiliser comme antenne de référence, mais le résultat, c'est qu'il s'est fait piétiner à répétition par tout ce qui voulait passer dans ce secteur-là.
Ouais, il va repasser dessus, hein, juste pour être certain. Oui, ici, il y a eu beaucoup de robots spot de Boston Dynamics. On voit beaucoup de vidéos à quel point ils sont agiles ou ça va bien. Et je vais être franc à la compétition. Ici, le robot est juste étalé par terre. Il y a eu vraiment des tonnes de chutes où le robot était juste pas capable de se relever, là. Donc, la majorité des équipes, après la finale, ont on va dire des opinions un peu plus précises sur les robots de Boston Dynamics. L'équipe qui a gagné Cerberus a un autre robot marcheur que eux possèdent. En fait, ils ont la compagnie qui est derrière et qui tombait vraiment moins souvent. On est proche de la fin. Des choses qu'on ne peut pas prévoir et surtout pas en simulation. C'est le classique. Il y avait un entrepôt où la majorité des équipes ici, on a un robot volant qui se déclenche pour aller explorer parce qu'il y avait une trappe pour monter. Et il y a des choses qui sont difficiles à prévoir. En fait, il y a des débris qui ont commencé à voler et on voit une feuille de papier qui va. C'est ça. Ça sonne aussi violent que ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est pas terminé pour le laboratoire. Pendant qu'on faisait le DARPA, on essaie de se spécialiser, de pousser un nouveau domaine qui est la robotique dans la cryosphère, pour lequel j'ai été demandé d'écrire un article d'encyclopédie de Springer. Donc, nous, on se situe principalement ici avec le couvert de neige. Et ici, on a certains des déploiements clés qui ont eu lieu. Et dans la dernière année, on a fini notre premier 20 km en mode autonome à la forêt Montmorency. Donc, si on a nos deux parcours, on essaie de rejoindre un chalet avec le garage. Et pendant qu'on a fait ces éléments-là, on a pu le répéter de nuit, de jour. Il y a eu une tempête de neige. Ici, on voit un exemple de notre cartographie. Des éléments. On voit les tuiles aussi qui apparaissent, qui disparaissent. Donc, c'est les mêmes éléments. Et comme je disais, il y a une tempête de neige, du vent, il n'y a plus. Il s'est à peu près passé tout. Mais jusqu'à présent, on a eu assez d'informations pour sortir un article de terrain sur ça. J'ai rentré dans 40 minutes plus notre 5 minutes de fin. Je vais prendre des questions s'il y en a. Et on est très disponible sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn. On a un bon site web aussi. Si vous voulez des nouvelles, n'hésitez pas à écrire. Merci beaucoup, François. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, vous pouvez poser vos questions dans la conversation si vous voulez, mais vous pouvez aussi lever la main, puis on vous donnera l'occasion de poser vos questions directement à François. OK, là, je vous vois. Oui, Benoît. Benoît, on ne t'entend pas. Dis-moi, Clément, parles-tu de Benoît Ricard? Parles-tu de moi? Non, je parle de Benoît Boulet. OK, d'accord. Je cherchais la main pour poser une question. C'est beau. OK, regarde, je lève la main. Je prendrai le suivant. Oui, on peut essayer de voir avec Benoît Boulet si on peut t'entendre, Benoît. On n'entend pas Benoît. Non. Ben, en fait, on peut commencer avec la question de Benoît Ricard. Puis peut-être, Benoît, je ne sais pas exactement de ton côté. Oui. Tu m'entends, oui? Oui. C'est bon, excellent. Bonjour Clément, bonjour François. Peut-être une question, est-ce que tu peux parler un petit peu de la coordination entre plateformes? Vous aviez différentes plateformes, puis certaines plateformes sont préférables, par exemple, pour faire l'exploration verticale, dans utilisant des drones, choses comme ça. Mais de quelle façon vous coordonnez tout ça, finalement? Est-ce que vous faites une carte globale en utilisant les différentes plateformes? Peux-tu en parler un petit peu?
De façon, je dirais, assez haut niveau, là. Très, très haut niveau. Il y a des équipes qui étaient plus avancées que nous côté coordination. Donc, il y avait un échange d'informations entre les robots et à la station de contrôle. Donc, les cartes pouvaient être recalées ensemble pour limiter la dérive. De notre côté, ça s'est vraiment mal passé pour de vrai à la finale. En fait, on n'avait même pas de communication avec les robots. Donc, il y avait pratiquement pas d'informations qui allaient à la station de base et on n'avait pas beaucoup cette coordination-là. Il y avait un algorithme haut niveau qui essayait d'envoyer les robots à des endroits différents pour pas qu'il y ait trop de conflits. Mais du mieux que je peux savoir, j'ai appris un terme là-bas, deconflicting. C'est qu'il y a certaines équipes qui le faisaient et d'autres qui ne le faisaient pas. Donc, GPL, par exemple, avec le robot qui se fait piétiner jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, eux, ils n'avaient pas l'ancienne position de ce robot-là pour le considérer comme un obstacle, puis que les robots fassent le tour. Il était juste considéré comme une roche un peu plus haute que la majorité des robots pouvaient passer par-dessus. Donc, il y avait plusieurs solutions, beaucoup de robots qui étaient capables de transférer de l'information en hub. Dans le fond, fait que s'il y avait un robot qui était très, très, très profond, il pouvait juste communiquer à un autre robot qui était à mi-chemin, qui, lui, pouvait communiquer jusqu'à la station de base. Et c'est pas mal les éléments clés. Fait être capable de coordonner la communication, puis être capable de coordonner le déplacement. Mais ça s'est pas fait. Il y avait, pour choisir entre le robot marcheur, par exemple, le robot volant ou les robots à roues, c'était beaucoup l'opérateur qui prenait cette décision au niveau-là. Et pour être franc, dans les premières compétitions, il y avait beaucoup de téléopérations. C'était encore raisonnable. Il y avait une zone tolérable. Ce qu'on voit beaucoup dans ces défis-là, c'est que par exemple, il n'y avait pas beaucoup de machine learning dans les solutions. Il n'y avait pas beaucoup de trucs très cutting edge parce que c'était trop risqué. Dans ce cas-ci, tu perds ton robot, puis là, tu ne peux plus continuer. Donc, les gens ont convergé vers des choses très stables. Puis si c'était compliqué, le fardeau était transféré à l'opérateur. OK, merci. Benoît Boulet a écrit sa question dans la conversation. François, je ne sais pas si tu la vois. La question, c'est: y a-t-il de nouvelles modalités pour le slam qui sont découvertes lors de telles compétitions? C'est une très bonne question. On a eu le sommet la semaine dernière avec toutes les équipes, avec une séance, ça durait une journée au complet. Il y avait une séance sur le slam avec le constat que toutes les équipes ont convergé vers la même solution. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. C'est un combo de centrale inertielle, d'AMU et de LIDAR. Aucune équipe a utilisé les caméras pour la navigation. On utilisait toutes les caméras pour la détection d'artefacts. On n'avait pas le choix. Mais tout ce qui est localisation, ça convergeait vers être capable de fusionner les données de centrale inertielle, le vecteur de gravité, comme que j'ai expliqué, et les données LIDAR. Les questions qui étaient ouvertes encore, c'était est-ce qu'on a besoin de fermeture de boucle ou pas? Ou est-ce qu'on était rendu avec de l'odométrie LIDAR qui était suffisamment précise pour éviter ça? L'équipe qui a gagné, qui était CSRO, faisait affaire avec une compagnie qui s'appelle Immersense, je crois. Et eux, ils avaient une dérive de 0% selon les évaluations du DARPA. Mais eux avaient un système où il y avait des ingénieurs derrière. C'était une boîte de cartographie qu'ils mettaient sur tous leurs robots. Tout le monde a conclu qu'on avait à peu près convergé. Et encore une fois, il y a tout le temps une zone risque, fait que nouveauté versus ce que les gens connaissent. Et quand on est sur le déploiement de terrain, où on peut perdre notre robot à 200 000, les gens convergent plus sur le moins de risque un peu. C'est une petite note, là, les équipes qui ont gagné, maintenant, je le sais, avaient beaucoup de professionnels de recherche et pas beaucoup d'étudiants sur place. Je sais que l'équipe de l'ETH, par exemple, c'était que des gens de la compagnie, des professionnels de recherche, et il y avait un étudiant au doc qui était là pour prendre des notes pour écrire un papier. Il ne touchait pas au robot, là. C'est quelque chose que j'ai vu. CSRO, c'est des professionnels de recherche. GPL, c'est juste des professionnels de recherche. Fait que ça faisait une différence. Les équipes qui balançaient faire la formation
et participer à la compétition, ça paraît fait. Et qu'en est-il de l'équipe dont tu nous as parlé, qui est le one-man show dans son sous-sol? Ils ont fait 0 point ou 1 point, mais il a gagné, il était 2e, 3e pour la compétition virtuelle. Fait qu'il a quand même gagné son 250 000 aux 6 mois. Mais c'est ça. C'est une note que j'aimerais dire. Il y a un monde de différence entre le virtuel et des vrais systèmes. Par exemple, un gars tout seul dans son sous-sol peut gagner toutes les compétitions virtuelles et faire 0 point. On allait le voir, là, la personne est super drôle, là, puis il allait avec plus un entrain d'un gamin, là, parce qu'il savait que ça n'allait pas aller très loin. Mais on voit l'espèce de complexité d'un vrai système juste à déployer toutes les erreurs de manipulation qu'on veut faire, on peut faire sur le point de départ, les erreurs de câblage qui ne vont jamais arriver en simulation. Donc, c'est ma grosse bémol sur les gens qui travaillent beaucoup en simulation et qui font de la robotique. C'est connu qu'il y a un gap entre les deux, mais c'est pas une blague. Là. Il commence à avoir des articles sur le fait que la robotique, c'est différent du machine learning, puis qu'il faut faire attention parce que les données coûtent cher, on échange d'énergie avec l'environnement, c'est dangereux. Donc, c'est une grosse note sur ces points-là. Pour avoir fait pas mal de prototypage, je suis assez d'accord avec ton opinion là-dessus. Puis les articles que je mentionne, c'est des gros chercheurs en machine learning qui se mettent de l'avant en disant qu'on ne peut pas faire la même chose que pour le traitement d'image. On est arrivé à ce qu'on pouvait voir. Là. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il semble que non. Il me reste sans doute seulement à te remercier à nouveau, François. C'était une présentation vraiment intéressante puis très enrichissante du point de vue de l'expérience que vous avez eue avec les compétitions d'ARPA. Ça nous fait sortir de notre labo un petit peu. Merci beaucoup. Et puis, donc, je profite de l'occasion pour inviter tous les étudiants et professeurs membres de Répartie. On va continuer à essayer d'offrir des présentations comme celle-ci dans les prochains mois. Et on va avoir aussi notre colloque annuel qui va avoir lieu au mois de mai, qui va faire partie de la conférence de l'ACFAS. Donc, on ne sait pas encore trop si ce sera virtuel ou s'il y aura une partie en présentiel. On est tributaire de tout ça. On verra à la mesure et on vous tiendra au courant. Donc, merci encore à François et merci à tout le monde de votre présence. C'est très apprécié, surtout à ce temps-ci de l'année où tout le monde est très occupé. Donc, merci beaucoup. Puis à la prochaine pour tout le monde. Bye bye.